nos libertés sont-elles en recul? Vous avez reçu, puisque vous êtes venu grâce au mail qu'on vous a envoyé, dans le mail, il y avait une question à laquelle on vous disait de vous préparer à répondre. Je pense que vous devez avoir la possibilité de tous utiliser un post-it. Si vous n'avez pas de stylo, on peut vous en donner un. Et sur le petit post-it que vous avez, ce qu'on vous demande, c'est de répondre à cette question, de nous donner un exemple dans votre vie personnelle. On ne vous demande pas un exemple sociétal, mais dans votre vie personnelle, est-ce qu'il y a un moment où vous trouvez que votre liberté ou vos libertés sont en recul? Voilà. Quand vous avez écrit ces 3 mots sur un post-it, on vous demandera tout à l'heure d'aller les mettre au mur, et puis on s'en servira, Jean-Bernard s'en servira plus tard pour en parler. Donc vous avez encore un peu de temps pour y réfléchir. On ne va pas le mettre maintenant, mais si vous avez un exemple, une idée, vous pouvez toujours l'écrire. Si vous n'avez pas de stylo, il y en a. Ok. C'est bon pour la question? C'est bon pour tout le monde? Ouais? Un petit exemple. On se disait entre nous, l'exemple type qu'on pourrait donner, je vais aller au Troquet tous les matins boire un café avec mes potes, mais ma femme ne veut pas. Voilà, donc j'y vais pas. Voilà, ça peut être l'exemple. Bon, ça c'est le petit clin d'œil. Ok. Donc, si on revient à notre thème du jour. C'est bon pour les post-it? Des post-it, des stylos? Vous êtes tous bons? Ok. Il n'y a pas d'urgence, simplement, quand l'exemple vous vient en tête, mettez quelques mots sur le post-it et on ira les afficher tout à l'heure. Ok. Alors, nos libertés sont-elles en recul? Je pense que vous avez déjà, peut-être qu'en voyant le thème du jour, ça a généré peut-être quelques réflexions chez vous, individuellement. En tout cas, on a essayé de voir un petit peu à quoi ça pouvait correspondre. Qu'est-ce qu'on dit quand on pose cette question, nos libertés sont-elles en recul? À quoi est-ce qu'on se réfère? Et puis d'où ça vient d'abord? Alors voilà, on peut se dire, nos libertés sont en recul. Vraiment ça? Si on regarde un petit peu très en arrière, très loin en arrière, on va retourner au temps de Monsieur Néandertal. On va aller voir un petit peu comment ça se passait à ce temps-là. À l'époque de Néandertal, est-ce qu'il y avait des contraintes? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui empêchait l'homme de Néandertal d'aller se promener, d'aller cueillir, d'aller chasser, d'aller faire ce qu'il voulait? En gros, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de propriété, il n'y avait pas de parc, il n'y avait rien du tout. Le gars, il pouvait partir de chez lui, aller se promener où il voulait, aller cueillir ce qu'il voulait dans n'importe quel arbre. Il n'y avait pas d'interdit. Il pouvait aller tuer n'importe quelle bestiole, s'il avait besoin pour se nourrir, c'est ce qu'il faisait généralement. Il revenait dans sa grotte, il retrouvait éventuellement une compagne, on ne sait pas trop, on pense qu'il y avait de l'entraide. D'ailleurs, on a des traces d'entraide. On a retrouvé, il n'y a pas très longtemps, les paléontologues ont retrouvé un squelette, des restes de squelette d'une femme dont le tibia avait été cassé et visiblement réparé. Donc on avait pris soin d'elle, et quand on a un tibia cassé, on ne peut pas se déplacer. Ça veut dire que pour continuer de survivre, il faut que les autres vous apportent à manger. Donc il y avait de l'entraide quand même. Mais ce n'était pas une contrainte en soi. Donc l'homme de Néandertal, on peut dire que, entre guillemets, il était libre. Il était libre d'aller où il voulait, quand il voulait, à n'importe quel moment, et avec qui il voulait. S'il voulait quitter cette femelle qui était à côté de lui, il pouvait la quitter. S'il voulait l'embarquer avec lui, il pouvait la prendre par les cheveux, la traîner derrière lui, et il n'y avait pas grand monde qui allait dire « Wow, c'est une atteinte aux libertés des femmes !» Non. À cette époque-là, ça ne se passait pas comme ça. Donc on peut dire qu'il y avait un sentiment de liberté qui était quand même assez grand, qui était quand même assez important. Les choses ont évolué petit à petit. Comment ça s'est passé? En gros, si on ne veut pas trop entrer dans les détails, il y a une époque où, en raison des migrations qui sont dues au changement climatique, essentiellement, ces hommes préhistoriques, ils ont bougé, puis ils ont fini par se sédentariser. Ils se sont mis dans des régions
où l'accès à la nourriture, où l'accès à l'abri, où l'accès aux choses qui permettaient de vivre était plus facile. Et en s'installant, ils ont commencé à regarder ce qu'il y avait autour d'eux et à trouver que si on arrive à stocker des morceaux de viande, si on arrive à stocker des baies, si on arrive à stocker du poisson, on peut rester sur place et là on est bien. On est bien là où on est. Et quand on commence à s'installer et à stocker des choses, on n'a pas trop envie que le voisin vienne nous les piquer. Donc, petit à petit, on a la naissance de l'instinct de propriété. Et ce qui se développe à ce moment-là, ce sont des contraintes. Donc l'homme de Néandertal, qui avant pouvait aller se balader n'importe où, va plus pouvoir se promener comme il le veut. Il va devoir contourner, ou il va devoir éventuellement peut-être même se battre pour arriver à avoir ce qu'il veut. Donc on n'est plus dans cette liberté qu'il y avait il y a ces milliers d'années, où Néandertal se promenait partout et était assez libre. Je vais faire un saut assez grand en avant, parce qu'il ne se passe pas grand-chose en fait dans ces années-là, jusqu'à peu près le début du Moyen-Âge, où là on commence à voir évoluer une forme d'encadrement des libertés. Ce n'est pas un encadrement qui est figé, qui est gravé, qui est écrit quelque part, c'est un encadrement qui s'installe, qui en fait est conforme au statut social. Ce sont des libertés qui deviennent très limitées, mais elles s'inscrivent dans la société existante. Et là, on parle de système féodal, parce qu'on a un roi qui est là, et puis il y a des seigneurs, et puis il y a des serfs, il y a des vassaux. Tous ces gens-là, en fait, ils ont des obligations vis-à-vis de leur seigneur, vis-à-vis de la personne qui est au-dessus d'eux. Donc là, les libertés, elles n'ont plus la même forme. Et ça devient de plus en plus difficile si vous êtes plus en plus bas dans l'échelle sociale. Si vous êtes le paysan du coin, votre survie, elle dépend de ce que vous fournissez à votre seigneur ou au vassal de votre seigneur. Donc à ce moment-là, on a un système de liberté qui est assez arbitraire, finalement, qui dépend de la bonne volonté du roi ou du seigneur. Et puis, on voit aussi arriver l'influence de l'Église. Donc l'Église s'inscrit dans ce contexte de statification des libertés, je dirais. Et puis ce qui se passe, c'est que les villes se développent, et là, les libertés prennent d'autres formes encore. On a un format de liberté qui n'est plus lié vraiment au statut, mais qui est lié à l'environnement, un environnement urbain. Et là, on a la naissance de documents qui sont plutôt des chartes sur les franchises existantes à l'époque, et qui vont encadrer, qui vont cette fois vraiment formellement dire ce à quoi on a droit ou ce à quoi on n'a pas droit. Donc on est dans un système où, là on voit déjà que le mot liberté, il prend un autre aspect. Et puis quand on continue au fil des siècles, on arrive au XIVe, XVe, XVIe siècle. Là, on voit que ces libertés, elles sont de plus en plus restreintes. On a une monarchie qui est de plus en plus affirmée, qui est de plus en plus dure. On approche d'une période qu'on appelle la période de l'absolutisme. Donc là, on a vraiment une influence très forte de la royauté sur le reste du peuple. Et là, inutile de dire que les libertés, elles sont encore plus limitées. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, notre Cro-Magnon, il revêt un petit chapeau, là, et puis on arrive à la Révolution, 1789. Et 1789, c'est là où le peuple va se battre pour ses libertés. Ça, c'est chez nous en France. On a fait ça chez nous, et il n'y a pas beaucoup d'autres pays, enfin il y en a d'autres, mais en France, en tout cas, on est un des rares pays où le peuple s'est levé, s'est battu pour ses libertés, et finalement a gagné quelque part. Donc on arrive au XVIIIe siècle, où là, on a mis en place, on a réussi à avoir un format de documents qui décrivent ce qu'est la liberté du citoyen. Et là, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, mais on va y venir tout à l'heure. Et ce document, eh ben, il dit, voilà, le citoyen, il peut faire ci, il peut faire ça, il a le droit de se promener, il a le droit de... Voilà. Donc, on est arrivé à cette période-là. Révolution, post-révolution. Et là, je vais passer la parole à Jean Bernard, qui va nous présenter la suite. Jean Bernard Guy, qui est donc professeur à la faculté de Grenoble, au département mathématiques et sciences humaines,
et qui va vous présenter son petit exposé sur nos libertés. Bonjour à tous, sur nos libertés sont-elles en recul? Donc, je m'appelle Jean-Bernard Guy et je vous remercie d'être venu. Et bien sûr, moi, toute ma vie, j'étais directeur des ressources humaines et j'ai passé une dizaine d'années comme professeur donc à la fac de Grenoble, mais plutôt dans le domaine du droit du travail. Donc, la question des libertés, très honnêtement, lorsque Jean-Luc et Catherine m'ont dit « Ah, bah tiens, on cherche un intervenant pour faire un exposé sur les libertés », j'étais ni très chaud ni très froid, mais je ne voyais pas trop comment j'allais m'y prendre. Et puis finalement, le sujet est très intéressant. Le sujet est très intéressant, il m'a passionné tout le long. J'y ai appris beaucoup de choses, dont je vais essayer de vous parler tout de suite, pour présenter finalement ce qui doit être à la fin un débat entre nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de ce thème, ou en tout cas de l'affirmation « Nos libertés sont-elles en recul ?» Il ne se passe pas de journée, si vous écoutez la radio, si vous lisez les journaux, la télévision, il ne se passe pas de journée sans qu'on parle des libertés. Liberté individuelle, liberté collective, et vous entendez tous les jours parler de liberté d'expression, liberté de culte, parfois de liberté ou de privation de la liberté tout court. Un président ces derniers temps là, qui est un petit peu, qui s'inquiète, qui se soucie de la privation de sa liberté, en jugeant d'ailleurs que ça ne lui paraît pas très justifié. Donc vous voyez que la liberté, c'est un thème qui revient constamment aujourd'hui. Vous entendez aujourd'hui parler, par exemple, de la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz. Voilà, par exemple. Donc, nos libertés sont-elles en recul? Le titre lui-même pourrait faire un petit peu débat. Si on parle de liberté en recul, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un âge d'or des libertés? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelques années ou quelques décennies, il y aurait une période où les libertés étaient plus importantes qu'aujourd'hui? Question qu'on pourra se poser. Donc avant d'introduire, de rentrer dans le vif du sujet et puis d'aborder le débat, je voudrais revenir sur quelques notions. Alors je vais poursuivre ce qu'a dit Jean-Luc, je ne savais pas ce qu'il allait dire, mais voilà, je vais me raccorder. D'abord, d'où vient le mot liberté, d'après vous? Du latin libertas. Et libertas, en latin, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire état d'un homme libre. Et vous voyez bien qu'en même temps, sous les Romains, il y avait certes l'état d'un homme libre, mais il y avait aussi des esclaves. Donc la liberté, elle se réfère non seulement absolument comme voilà, la liberté, faire ce qu'on veut, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, mais déjà dans la société romaine, ou grecque, mais romaine, la liberté, il y avait à la fois les gens qui étaient libres et puis il y avait à la fois des esclaves. Donc la liberté... Pardon? Non, allez-y, madame. Et ça a duré longtemps. Et je vais même revenir un petit peu en arrière. Je vais revenir au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Et je vais revenir en Chine. Il y a un philosophe dont vous avez entendu parler certainement, qui s'appelait Confucius, qui, au 6e siècle avant Jésus-Christ, a déjà donné une espèce de définition de la liberté. Il avait donné à travers, plutôt dans le sens inverse, qui était n'impose pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. D'ailleurs, si vous venez de... Pardon? Ah, les diapos, pardon. Les diapos. Dans l'autre sens. Ah ben c'est parce que je tiens là, voilà. Voilà. Donc Confucius qui disait « N'impose pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Et vous vous souvenez aussi d'une formule qu'on entendait dans les années 70, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. D'ailleurs, cette première formule, elle avait été formulée par un philosophe anglais qui s'appelait John Stuart Mill et qui était un philosophe, économiste, intellectuel anglais, un des pères d'ailleurs du concept. On va aborder déjà une petite autre chose.
du concept de démocratie. Donc vous voyez que la liberté, la démocratie, on reviendra là-dessus. Mais en même temps que Confucius, un tout petit peu après, on se rapproche de notre ère, hein, mais au IVe siècle avant notre ère, vous avez au moins deux philosophes qui ont abordé la notion de liberté. C'est d'une part Platon et d'autre part Socrate. Qu'est-ce que disait Platon qui commençait à s'interroger de manière un petit peu plus large? Eh bien, Platon, il dit il y a la bonne et il y a la mauvaise liberté. Alors, il définissait la bonne liberté comme celle qui s'oppose à la contrainte illégitime exercée par un tyran ou par l'étranger, parce que vous vous souvenez qu'à cette époque, au moment de toute la période grecque et toute la période romaine, les invasions, même les Grecs ont été confrontés, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, petit à petit se sont formées des cités grecques, hein, Sparte, Athènes, etc. Et donc l'étranger apparaissait comme quelqu'un qui venait empêcher vos libertés. Et puis la contrainte illégitime, c'était il y a des tyrans, et la bonne liberté, c'est celle qui s'oppose à la contrainte soit de l'étranger, soit du tyran. Mais Platon, il disait déjà, il y a aussi la mauvaise liberté. Et on reviendra là-dessus dans l'époque moderne. La mauvaise liberté, c'était celle qui faisait référence au refus de l'obéissance légitime. Autrement dit, considérer qu'il y avait déjà des lois, pas comme aujourd'hui, pas du droit comme aujourd'hui, mais déjà des lois comme a évoqué Jean-Luc. Et puis on considérait aussi qu'il y avait une morale. C'était une morale de la société. Et Platon dit, la mauvaise liberté, c'est quand on va contre la morale ou contre les règles de la société. Et puis, si vous regardez Socrate, il va un petit peu plus loin, et on va avancer jusqu'au XXIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Il dit, la vraie liberté, c'est la connaissance de soi, la maîtrise de ses passions, mais il reconnaît qu'il y a un déterminisme extérieur. Donc on aborde là une notion qui est déjà un petit peu plus large. La liberté, c'est à la fois faire ce que je veux, penser ce que je veux, mais dans faire ce que je veux, on s'aperçoit qu'il y a des contraintes extérieures qui font d'une part qu'on ne fait pas ce qu'on veut, et puis d'autre part, même quand on pourrait faire ce qu'on veut, enfin ce qu'on aimerait faire ce qu'on veut et que finalement ça serait possible, mais il y a un ensemble de contraintes qu'on va regarder qui font que dans la réalité, on ne fait pas ce qu'on veut. Et puis il y a encore un dernier philosophe, et je vous laisserai en paix avec les philosophes, mais vous voyez que cette notion de liberté, elle n'est pas d'aujourd'hui. 5e siècle avant Jésus-Christ, on parlait déjà de qu'est-ce que c'est que la liberté. Et puis il y a encore un philosophe que vous connaissez bien, qui est un mathématicien français, qui s'appelle Descartes, qui a essayé de donner une définition en disant la liberté, c'est la capacité de choisir, de penser, sans être déterminé par des forces extérieures. D'ailleurs, on verra un petit peu plus tard que les forces extérieures, il y a tout un tas de forces extérieures, parfois auxquelles on pense, parfois auxquelles on ne pense pas, y compris dans la vie privée, qui font qu'on pense parfois une chose, mais on n'agit pas comme on pense. Donc vous voyez que la liberté, c'est à la fois être libre de penser ce qu'on veut, être libre d'agir, mais qu'il y a un cadre qui nous contraint, que ce soit d'ailleurs un cadre spirituel, légal, moral, culturel même. On va trouver des exemples, bien évidemment, tout à l'heure, vous allez les trouver. Et on va se poser donc la question de comment on peut aborder ce thème de la liberté à l'époque moderne et aujourd'hui. Alors, on va faire, juste avant de faire un petit exercice, je vais vous donner la définition du dictionnaire Larousse. Pas trouver plus commun, si je puis dire. La liberté est la capacité de penser et d'agir selon sa propre volonté, sans être entravé par des contraintes extérieures. Ça, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Si vous regardez la définition, et j'avance pas d'ailleurs, j'ai pas l'habitude, voilà. Donc je vous demanderai d'être tolérant. Voilà,
sans être attendri par des contraintes extérieures. Et si vous regardez toujours le dictionnaire Larousse, il y a deux pages sur la liberté dans le dictionnaire Larousse. Vous trouverez, sous cette définition générale, 13 cas où la liberté est contrainte. Ça va depuis la personne qui est mise en prison. Bien sûr, quand on est en prison, on n'a pas la liberté de circuler comme on veut. On parle de la liberté conjugale. Quand on est marié ou quand on vit en couple, on n'a pas exactement, et même légalement, la liberté de faire ce qu'on veut. Ça passe par les successions. Enfin voilà, on trouve... j'ai la liste ici, on y reviendra plus tard. Et j'ai encore deux philosophes à vous citer parce que c'est eux qui ont abordé le terme de la liberté contrainte par des éléments extérieurs de la manière la plus claire. Il y a Spinoza qui dit la liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent. Vous voyez que ça rejoint un petit peu ce que disaient les philosophes grecs, qui disaient la liberté, parfois, c'est la capacité à maîtriser ses pulsions, à maîtriser ce que l'on pense. Spinoza, il dit, oui, la liberté, on ignore finalement les causes qui nous déterminent. Et puis, il y a Kant, qui va un petit peu plus loin, qui dit la liberté est déterminée par des contraintes qu'on ne maîtrise pas, et il élargit donc cette notion de liberté réelle, ou plus exactement, il met en opposition la liberté formelle telle que définie, voilà, la liberté, on pense et on agit ce qu'on veut, et puis la liberté réelle, qui ne correspond pas toujours à la liberté formelle, et on verra d'ailleurs un peu plus loin qu'elle ne correspond pas si souvent que ça à la liberté formelle. Ce que je vous propose, c'est... est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous alliez noter sur votre petit papier? Oui? Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Si vous notez rien, vous ne serez pas sanctionné. Vous serez par contre privé du verre de vin prévu au buffet, bien entendu. Et si vous avez eu le temps d'écrire sur votre petit post-it, je vous propose d'aller le poser sur le mur qui est là-bas. Ça se colle tout seul. Je vous laisse 2-3 minutes là, pour ceux qui souhaitent. Vous voyez, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, il y a eu une évolution qui s'est produite jusqu'au 15e, jusqu'au 16e siècle. Et toute cette période était une période où la monarchie absolue, enfin la monarchie, les empereurs, parfois les tyrans, n'ont cessé en quelque sorte de gagner du terrain dans le monde entier d'ailleurs, avec des variations importantes, mais dans le monde entier. Et puis, à partir du XVIIe, les penseurs, les philosophes, je dirais, qui touchaient à l'économie, qui touchaient à la politique, ont commencé à se poser la question non seulement de la liberté, mais comment se protéger de la dictature en général, des tyrans, des monarches, des empereurs. Et puis il y a un philosophe anglais qui s'appelait John Locke, qui s'est posé donc a commencé à se poser la question de la démocratie, et notamment des régimes parlementaires, puisque les Anglais ont mis en place un régime, une monarchie parlementaire en 1688. Les premières monarchies parlementaires dans le monde. Et John Locke, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « L'État n'est légitime que pour protéger les intérêts civils des individus, la liberté étant affectée aux hommes par Dieu dans l'état de nature. » Je dirais la référence à Dieu, voilà, c'est l'époque. « Ceux-ci doivent la conserver par contrat et par la loi. » Donc, qu'est-ce que dit John Locke à ce moment-là, donc au XVIIe, fin XVIIe, début XVIIIe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, finalement, pour protéger la liberté des citoyens, on ne disait pas encore des citoyens, mais en tout cas pour protéger la liberté des hommes, eh bien, il faut mettre en œuvre des lois qui vont protéger les hommes des tyrans. Donc, vous voyez que l'idée première
qui est un petit peu contre-intuitive peut-être aujourd'hui. Vous nous direz ce que vous en pensez dans le débat tout à l'heure. Mais l'idée première qui laisserait penser que voilà, les lois, les décrets, les règlements, ça nous contraint à longueur de journée, ça nous empêche de faire des choses, il est interdit d'interdire, il ne faut pas afficher sur les murs, etc., etc. Mais au tout début, John Locke, il a dit il faut des lois pour protéger le citoyen et pour protéger ses libertés. C'était l'idée initiale. On voit que les choses ont bien évolué. Et je voudrais, alors voilà, on va passer au transparent. Et avant de continuer, je voudrais vous montrer des résultats d'enquête. Ça, c'est une enquête qui est faite dans 33 pays dans le monde. J'ai la liste quelque part. Mais j'ai noté ce qu'ont dit les Français parmi les 33 pays. Il y a 94% des Français qui pensent que chacun peut dire ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il y a 98% des Français pensent que la liberté est importante. Et la France se situe dans les tout premiers pays pour ce résultat. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont derrière la France. Parmi les 33 pays, je crois qu'on est 7e ou un truc comme ça. Mais lorsqu'on demande, je n'ai pas précisé les questions, mais lorsqu'on demande aux Français, mais sur tel et tel sujet, qu'est-ce que vous en pensez ? On remarque que la tolérance diminue. Par exemple, il y a deux sujets qui reviennent assez régulièrement. Par exemple, la tolérance à l'homosexualité ou à la liberté des homosexuels, la tolérance à l'avortement, donc la tolérance à la procréation assistée, etc. On se rend compte que depuis quelques années, la tolérance diminue dans ce domaine. Une autre enquête de l'UNESCO, donc sur le monde entier, sur des critères, c'est une enquête assez complète, qui constate que la liberté d'expression est en recul entre la dernière grande enquête 2012 et aujourd'hui, entre 2012 et 2024. On a encore une enquête d'un organisme qui s'appelle Swiss Life de 2021 qui constate qu'en 2020, 59% des Français se sentaient libres de leur choix. Ils ne sont plus que 50% en 2021. Bon, vous savez qu'il y a un événement qui s'est passé à ce moment-là, bien entendu, c'est le Covid, qui fait que voilà, les gens ont eu le sentiment d'être contraints dans leur liberté. On verra aussi vers la fin de l'exposé que ce sentiment, selon que l'on soit en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en France, on n'a pas forcément les mêmes résultats et on n'a pas forcément la même perception des individus, bien évidemment. Donc, la question, c'est ce recul des libertés, est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité ? Et il y a quelques minutes, je vous ai dit, voilà, les philosophes disent, voilà, il y a la liberté réelle, il y a la liberté formelle, et puis il y a la liberté réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire vraiment. Alors là, je vais faire un grand saut rapide, et je vais me situer en 1941. Il y avait un président des États-Unis. C'était qui le président en 1941 des États-Unis ? Roosevelt. Vous avez raison. C'est Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, en 1941, il a fait un discours qui s'appelle le discours des 4 libertés. Et il a dit, pour que la liberté réelle et la liberté formelle se recouvrent, eh bien, il y a au moins 4 conditions qu'il faut respecter. Et vous voyez que là, on est vraiment sur le thème de la liberté, c'est quoi ? C'est pas simplement la liberté, on pourrait croire on peut faire ce qu'on veut, mais en fait, on ne fait pas ce qu'on veut. On est déterminé par tout un tas de contraintes extérieures, comme le disent les philosophes. Et lui, il dit, ces 4 conditions, ce sont celles-là. La première, c'est la liberté d'expression partout dans le monde. D'ailleurs, vous voyez d'ailleurs que la liberté d'expression, c'est un des thèmes qui revient le plus souvent quand on parle de liberté. Est-ce que oui ou non on peut s'exprimer librement, etc. Deuxième condition, c'est la liberté de culte, c'est-à-dire la liberté pour chaque personne d'adorer son Dieu dans les conditions qu'il souhaite. Troisième condition, qui nous ramène d'ailleurs à un
sujet bien connu en théorie des comportements, qui est la pyramide de Maslow. Mais la troisième condition, c'est l'absence de besoins, et notamment de besoins primaires, c'est-à-dire bénéficier d'un toit, bénéficier de quoi manger normalement. Autrement dit, lui, il appelait ça une vie saine et paisible pour les habitants de la Terre. Et quatrième condition, l'absence de peur. L'absence de peur, vous avez des exemples tous les jours, que ce soit en Iran ou en Ukraine. Vous voyez bien que, quelles que soient les conditions de liberté, qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes en Ukraine et en Iran, vous voyez bien que même si en Ukraine, on est dans une forme déjà on est dans une démocratie, avec des hauts et des bas, mais on est dans une démocratie, mais que cette démocratie, les citoyens en sont empêchés, et notamment par ce quatrième point, l'absence de peur. Il y a la guerre, il y a des bombes qui tombent, des drones, des missiles, etc. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez, vous ne pouvez pas critiquer l'armée comme vous voulez, parce que ça sera atteindre au moral des troupes, etc. Donc vous voyez que ces quatre conditions, Roosevelt, il a essayé de dire, OK, la liberté formelle, c'est bien, la démocratie, c'est bien, mais sans un certain nombre de conditions réunies, il n'y a pas vraiment de liberté. Et donc, lui, ces quatre conditions, je vous le répète une fois, la liberté d'expression, la liberté de culte, l'absence de besoins primaires et l'absence de peur. Et là, on va faire un petit quiz. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit exercice. Là, c'est comme le jeu des 1000 euros. Si vous voulez passer à l'étape suivante, il faut avoir répondu à la question bleue et à la question rouge. Alors, je vous donne un article, c'est l'article 2 d'une constitution. Vous le lisez au tableau. L'homme, ses droits et libertés constituent la valeur suprême. Le respect et la protection des droits et libertés est une obligation d'État. D'après vous, dans quelle constitution on trouve cet article 2 ? Pardon ? Alors pensez monde, pensez pas que français. Oui, l'homme, ses droits et libertés constituent la valeur suprême. Ce n'est pas les États-Unis. On y est presque. Encore un petit effort, citer le troisième. On a cité les États-Unis, la Chine et la Russie. Eh ben, l'article 2 de la Constitution russe, article toujours d'actualité, c'est l'homme, ses droits et libertés constituent la valeur suprême, et liberté est une obligation d'État. Je vous laisse loisir de penser si cet aspect est toujours d'actualité. Et en tout cas, l'article, lui, est toujours d'actualité. Alors, deuxième petit exercice, il y a une constitution qui, en 1978, enfin, il y a un État qui, en 1978, avait rappelé, donc c'est constitutionnel, quels étaient les 4 grands droits de la population de ce pays. Premièrement, parler librement, propager ses idées. Alors là, je vais vous donner une indication. Écrire des affiches en gros caractères, tenir des débats. Si vous vous souvenez de votre jeunesse et d'une certaine révolution, Chine. Donc dans la constitution chinoise, en 1978, il y avait ces 4 éléments. Parler librement, propager ses idées, voilà, propager ses idées, c'est presque cocasse. Écrire des affiches en gros caractères. Vous savez pourquoi écrire les affiches en gros caractères ? Parce qu'il y avait, vous savez que les Chinois à l'époque, au moment de la révolution culturelle, on avait incité la population chinoise à écrire ses idées sur les murs, et ça s'appelait des dazhibao. Donc ils avaient remis dans la Constitution de 1978 l'idée d'écrire des affiches en gros caractères, et puis tenir des débats. Alors, je vous rassure tout de suite, en 1982, la constitution chinoise a été modifiée, on a supprimé ces 4 éléments et on l'a remplacé par un élément beaucoup plus intéressant, le respect de la propriété privée. C'est quand même assez formidable. C'est quand même assez formidable. Alors,
Il y en a un que vous allez trouver facilement. L'article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Je vous laisse deviner, là. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Non, c'est pas la France. On l'a cité tout à l'heure, c'est les États-Unis. Donc on trouve dans la Constitution américaine... Je vous ai fait grâce de la liberté de propriété, de toutes ces libertés qui sont relativement évidentes dans le monde libéral. Bon, évidemment, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. C'est pas la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'ONU en 1948, l'Organisation des Nations Unies en 1948. Voilà, Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, c'est l'ONU. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, mais vous connaissez aussi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen tous les hommes naissent libres et égaux en droit, etc. Bon, ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est en 1789, comme a rappelé Jean-Luc tout à l'heure. Donc vous voyez que... vous voyez que je ne suis pas franco-français là, mais je vais terminer sur la France un petit peu. Mais vous voyez que après 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une espèce de généralisation quasi mondiale de la notion de liberté, comment assurer la liberté. Alors, on n'a pas dit la démocratie tout de suite, mais dans l'esprit des Américains, il y avait deux idées. La première idée, c'était l'universalisme de la notion de liberté, qu'on retrouve dans presque toutes les constitutions. Alors, je vous ai pris que les grandes constitutions, il y en a une que je ne vous ai pas prise, mais que j'ai lue, très difficile, et que je n'ai pas prise pour tout un tas de raisons, c'est par exemple la constitution israélienne, qui n'est pas exactement pile une constitution, qui a un empilement de textes, etc., qui sont validés. Je ne l'ai pas pris ici parce que voilà, le débat est peut-être, on allait s'éloigner. Mais vous voyez qu'après 1948, dans pratiquement tous les pays du monde, la notion de liberté devient quelque chose d'universaliste. Mais on va voir aussi que cet universalisme, il a été d'une certaine manière détourné, comme vous vous en doutez. Il a été détourné parce que quand on regarde les statistiques, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'aux États-Unis, l'index des libertés, alors c'est un organisme qui calcule régulièrement l'index des libertés aux États-Unis, enfin dans le monde, à travers tout un tas de critères. Et les États-Unis n'ont jamais eu un index des libertés aussi faible depuis 1972. C'était après la guerre du Vietnam. Bon, on va pas refaire l'histoire. On constate, malgré le petit quiz que je viens de vous faire, qu'il y a environ 500 journalistes qui sont détenus aujourd'hui dans le monde, dont 120 en Chine, une cinquantaine en Russie et puis une cinquantaine en Birmanie, et dans plein d'autres pays. On constate qu'à Gaza, il y a eu, pendant la guerre de Gaza, entre Israël et Gaza, il y a eu 86 journalistes tués, et en 2025, au total, dans le monde, il y a eu 126 journalistes recensés, tués dans le monde. Donc, vous voyez que cet état des lieux ne reflète pas forcément ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mais si on regarde, et si on revient à cette question de liberté formelle et liberté réelle, on voit aussi que la part des travailleurs qui sont dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire qui gagnent moins de 2 euros par jour, est passée entre 2010 et 2020, elle s'est stabilisée depuis, mais entre 2010 et 2020, elle a été divisée par 2. Or, si vous revenez à ce que disait Roosevelt en 1941, mais ce que dit aussi le premier stade de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire bénéficier d'un toit et de manger, etc., si vous regardez cet aspect des choses, il y a une grande partie de la population du monde qui, en matière de possibilités réelles, alors de bouger, de s'exprimer, de voyager, d'avoir des loisirs, de
de liberté de culte, d'amélioration de la situation de la femme, pas partout dans le monde, vous voyez qu'il y a quand même une partie de l'humanité qui a progressé. On est passé de 14 à 7%. Et si vous mettez... Moi, j'ai été très souvent en Chine, depuis 1990, hein, donc depuis 35 ans. 35 ans, bah dites donc. Depuis 35 ans, la Chine que je connaissais dans les années 90, c'est pas la même que dans les années d'aujourd'hui. Quand j'étais en Chine dans les années 90, pour voyager, il fallait demander des autorisations, même pour prendre le train ou pour prendre l'avion. Le train ne fonctionnait pas très bien, il y avait beaucoup de gens dans la rue, etc. Et puis si vous allez en Chine aujourd'hui, moi j'y étais il y a 4-5 ans, là, en 2019 pour être exact, passé 3 mois en Asie, dont à peu près 1 mois en Chine, Chine et Corée, etc. Eh bien aujourd'hui, vous voyez que les gens peuvent se déplacer à peu près librement en Chine. Vous voyez qu'il y a des TGV partout, que les gens mangent à leur faim, que les gens circulent dans la rue, qui vont visiter des monuments, qui prennent des loisirs, etc. Vous voyez que la notion de liberté réelle, vue de notre prisme à nous, on peut se poser des questions, mais vue du Chinois moyen qui ne mangeait pas tout à fait à sa faim, qui ne prenait pas de vacances, qui, si une année avait été mauvaise, il n'était pas sûr de manger l'année suivante, et qui ne sortait jamais de son village, il ne voit pas la liberté de la même manière que nous, probablement. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, et sur la liberté d'expression, j'avais également une statistique. Sur la liberté d'expression, à la fois, c'est un thème dont on parle beaucoup au sens de est-ce que la liberté d'expression se poursuit, est-ce qu'elle est aujourd'hui limitée? On va revenir là-dessus juste à la fin de l'exposé, là. Mais on constate également, et vous savez qu'il y a des gens aux États-Unis, comme Elon Musk et comme d'autres, qui sont ce qu'on appelle des libertaires, qui disent il ne faut pas contraindre la liberté d'expression. Et les réseaux sociaux, d'une certaine manière, qu'on critique, et je vous laisserai débattre de ça ultérieurement si vous en avez envie, mais les réseaux sociaux qu'on critique, ils offrent aussi des capacités de liberté dont on ne disposait pas avant. Ou en tout cas, le citoyen ordinaire... qui n'avait pas de télé, qui n'avait pas de journal, qui ne détenait pas un journal et qui ne parlait pas à la radio, il ne détenait pas cette capacité d'expression. Donc avant de finir, quelques éléments, donc toujours sur cette question de liberté formelle et liberté réelle. Par exemple, au Liban, là vous êtes tous au courant, je vais pas, évidemment pas m'attarder là-dessus, mais vous voyez que lorsqu'il y a 1 million de personnes déplacées au Liban, leur liberté réelle est très diminuée. Ça, c'est en 2026. Vous voyez, en Russie, la loi existait déjà, mais vous voyez que le Sénégal vient de remettre en œuvre une loi sur l'homosexualité, et il y a eu la première condamnation il y a 3 semaines d'un homosexuel sénégalais qui a été condamné à quelques années de prison pour du prosélytisme pour l'homosexualité. Bon. Et vous voyez également que en 2022, la Cour suprême des États-Unis, alors que ce n'était pas dans la Constitution US, la Cour suprême des États-Unis, après une bataille juridique, a réintroduit l'idée dans la Constitution américaine de ne pas tolérer le droit à l'avortement et à laisser libre les États américains, alors là, au niveau fédéral, de décider s'ils étaient pour ou contre l'avortement, s'ils souhaitaient l'interdire ou pas l'interdire. Et il y a 13 États américains qui aujourd'hui interdisent l'avortement, sauf pour des raisons médicales. Donc vous voyez que, pour revenir au thème de nos libertés sont-elles en recul, vous voyez qu'il y a du grain à moudre, si je puis dire. Et je reviens, alors là, au niveau français, si je puis dire, pour essayer de revenir du ciel, hein. Dans un sondage IFOP de 2026, c'est-à-dire de cette année, on a posé des questions aux Français et on a demandé aux Français ce qu'ils pensaient, dans un premier temps, de la vidéosurveillance. Alors, est-ce que je peux vous demander, d'après vous, quel est le pourcentage de Français qui sont en faveur de la vidéosurveillance dans un sondage IFOP 2026 selon la méthode habituelle des sondages, hein, donc un sondage qui touche à la réalité.
Je ne vous demande pas votre avis, hein, mais d'après vous, combien ? 70%. 7 Français sur 10 sont en faveur de la vidéosurveillance. D'ailleurs, si vous avez écouté France Inter il n'y a pas longtemps, il y avait un interview, je ne vous dis pas le nom, ça n'a pas d'importance, ni la ville, mais d'un homme politique qui est maire d'une grande ville et qui a eu un petit débat. Il souhaitait installer 650 caméras de vidéosurveillance dans sa ville. D'ailleurs, moi, dans ma ville à moi, à Grenoble, notre maire était contre, mais l'opposition était largement en faveur de la vidéosurveillance. Toujours dans ce même sondage, 80% des Français estiment qu'il faut parfois accepter de réduire ses libertés parce que cela permet de mieux nous protéger. Donc vous voyez que la question de nos libertés sont-elles en recul ? Non seulement elle n'est peut-être pas illégitime, mais je dirais même qu'elle est peut-être en route. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 8 Français sur 10. Chez moi, il n'y a aucune notion de critique. Hein. Je veux dire, je vous livre juste un état des lieux pour alimenter le débat. Hein. Mais vous voyez, il y a 8 Français sur 10 qui disent ça réduit peut-être un peu nos libertés, mais si ça assure notre sécurité, bon, c'est mieux comme ça. Et puis, d'ailleurs, si vous faites un petit sondage que moi je fais à mon bistrot tous les matins, je vais boire mon café tous les matins dans le même bistrot avec les mêmes personnes. Depuis quelque temps, je leur parle de ça, je leur dis j'ai un exposé à faire sur les libertés, etc., etc. Et vous savez quelle est la réponse la plus fréquente ? Non, je vous pose la question. La sécurité, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Quand je leur dis alors, Jean-Noël, qu'est-ce que tu penses de la vidéosurveillance, d'une réduction de nos libertés, des autorisations qu'on doit demander maintenant pour faire quelque chose ? Qu'est-ce qu'il me répond ? Il me dit, du moment que je fais rien de mal, je suis pas concerné. Je suis pas concerné. Je fais rien de mal, je suis pas concerné. C'est la réponse la plus fréquente que j'ai obtenue. Je livre ça à votre sagacité. Et puis je vous livre encore un dernier chiffre. Je crois qu'on l'a écrit après, Jean-Luc. C'est le sondage de l'Institut suédois. Ah, c'est plus loin. Bon, c'est quoi le thème d'après alors, le slide d'après? Ah, c'est sur la bureaucratie, oui. C'est sur la bureaucratie. Je voulais aborder, avant de vous citer des exemples vraiment récents en France et dans le monde, je voulais aborder juste le thème de la bureaucratie. Bon, je vous rappelle une phrase d'Einstein, la bureaucratie réalise la mort de toute action. Tu dois voir les autres dans le slide suivant. Voilà, merci. McCarthy, c'était pas un saint en matière de liberté aux États-Unis, on est d'accord. Bon, ceci dit, il avait une phrase que j'ai mis là presque sous forme d'humour. La seule chose qui nous sauve de la bureaucratie, c'est son inefficacité. Et la bureaucratie efficace est l'une des pires menaces de la liberté. Et puis encore, Max Weber, la bureaucratie, ça on est au XXe siècle, le moyen le plus rationnel que l'on connaisse pour exercer un contrôle impératif sur les êtres humains, c'est la bureaucratie. Et si vous vous souvenez des débats qu'il y a eu à l'époque autour de Papon qui signait les ordres de mission pour envoyer les trains dans les camps de concentration, et si vous avez lu également un livre de Jonathan Liddell qui s'appelle Les Bienveillantes, vous trouvez à la fois dans le livre et puis dans l'exemple de Papon, vous vous souvenez que sa défense s'est retranchée derrière l'idée de réglementation. Dire, mais moi je suis là pour signer des ordres de mission, je ne suis pas là pour contrôler ce qu'on met dans les trains. Je le simplifie, mais c'était la défense utilisée. Et il y a d'ailleurs eu un documentaire sur Arte que j'ai suivi juste d'une oreille il y a 2 jours. Oui, il y a 2 jours, ou hier, je ne sais plus, hier ou avant-hier, un documentaire sur Arte sur le système juridique dans le régime nazi. Et on s'aperçoit, et j'avance sur la fin, ne vous inquiétez pas, mais on s'aperçoit que les régimes autoritaires
qui ont gardé dans les textes formels cette idée de liberté, éventuellement de démocratie, mais pas toujours, mais en tout cas l'idée de liberté, et l'idée de droit pour défendre les citoyens en matière de liberté, ils ont petit à petit, et vous le voyez tous les jours, ils ont petit à petit fait glisser en disant on va modifier le droit, mais d'une manière qui paraît quasi démocratique. Donc on modifie les règles parfois de manière démocratique. Vous avez un petit exemple que j'avais pas trop envie de citer, mais et que j'ai pas mis dans mon texte, que j'ai enlevé. Mais vous avez eu un petit exemple très récemment sur les débats autour de la loi Yadan. Vous savez, la loi Yadan qui souhaitait empêcher l'expression d'antisémitisme à travers les formes renouvelées d'antisémitisme et qui... Alors, il y a une grande pétition, une fois de plus, je n'ai pas de jugement là-dessus, ce n'est pas la question, mais il y a une pétition qui a recueilli 750 000 signatures qui dit que c'est une atteinte à la liberté, puisque la loi disait en quelque sorte, lorsqu'on critique l'État d'Israël, et notamment la disparition de l'État d'Israël, quelque part, on est antisémite. Donc vous voyez qu'on cherche à... Et ça va revenir d'ailleurs devant l'Assemblée au mois de juin, je crois. Donc vous voyez qu'à travers une évolution des textes, dans un système démocratique, à travers l'évolution des textes législatifs, on met en œuvre des textes législatifs qui finissent par réduire les libertés, comme par exemple la liberté d'avortement, sans qu'on touche finalement à ce à quoi servaient les textes dans une démocratie. Vous voyez ce que je veux dire, les textes de loi, etc. Démocratie, c'est la suite. Voilà. Et donc, j'ai envie de vous dire, le thème de la journée d'aujourd'hui aurait pu être la démocratie est-elle en recul? Et vous voyez la petite phrase qu'a mis Jean-Luc sur est-ce qu'il faut se battre pour la démocratie? Je voudrais vous donner, c'était quoi le transparent précédent, s'il te plaît? Voilà. Et juste, je voulais, avant d'aborder juste les exemples français, vous dire, bon, il y a une enquête qui est faite par un organisme international dont dépend Reporters sans frontières, qui dit le déclin le plus important concerne la liberté de presse, la liberté d'expression, l'égalité économique et l'accès à la justice. Donc vous voyez que là, on est vraiment sur le terrain de, il y a des libertés formelles, et puis dans la réalité, ça se passe comment? Hop, on va... Hop, la démocratie est-elle en recul? Oui, alors il y a eu cette enquête de l'Institut. C'est une enquête qui est faite tous les 2 ans, de l'Institut Vedem, qui est un institut suédois, et qui mesure l'état de la démocratie dans le monde. Ah oui, on bascule un peu des libertés à la démocratie. Et eux, ils ont conclu que la démocratie retrouve aujourd'hui à peu près son niveau des années 70. Je ne dis pas. Si vous regardez le monde entier, vous avez 91 pays qui sont de pure autocratie, 88 pays qui sont des démocraties. Encore dans les démocraties, vous avez entendu parler des démocraties illibérales. Vous savez que la démocratie pure, c'est ce qu'on appelait la démocratie libérale. Capitalisme, les lois, etc., vraiment dans une optique de cet universalisme de la démocratie et des libertés. Et maintenant, dans les démocraties, on commence à considérer qu'il y a des démocraties libérales et des démocraties illibérales. Et d'ailleurs, les États-Unis, à l'intérieur des démocraties, viennent de basculer, si je puis dire, dans le camp des démocraties illibérales. C'est-à-dire que ça reste une démocratie. Pourquoi? Parce qu'il y a le droit de vote, mais ça commence à devenir une démocratie qui met des freins à travers le droit, à travers la Constitution, on vient de le voir pour l'avortement, qui commence à mettre des freins aux libertés fondamentales telles qu'on les concevait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'ONU a dit « tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Qu'est-ce que ça dit après, Jean-Luc? Oui, bon, voilà, les libertés reculent dans 44 pays, c'est ce que je viens de dire. Les États-Unis qui perdent le statut de... Voilà, j'avais anticipé sur le... Voilà. Et puis maintenant, je voudrais revenir sur la France, avant de terminer, et de vous laisser débattre, ou en tout cas dire ce que vous pensez
de cette liberté. Donc, ce que j'ai déjà dit, 8 Français sur 10 qui pensent que réduire nos libertés pour mieux nous protéger, c'est pas mal. 7 Français favorables à la vidéosurveillance. Notre ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, une fois de plus, que je n'ai pas l'once d'une critique à son égard, mais le 19 novembre 2025, notre ministre de l'Intérieur, il a dit dans un discours, il a dit « Eh ben moi, je suis en faveur de la généralisation de la vidéosurveillance en France, y compris à travers les algorithmes d'intelligence artificielle. » Je ne tire pas de conclusion. Et je vous rappelle qu'il y a quelques années, on se gaussait de la Chine qui faisait de la reconnaissance faciale, qui surveillait ses citoyens et qui sanctionnait les citoyens à travers des points s'ils ne traversaient pas au passage clouté. Je caricature un petit peu. Donc vous vous souvenez qu'il y a une dizaine d'années, on se moquait tous de la Chine qui faisait ça. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit « Je suis en faveur de l'intelligence artificielle à travers des algorithmes et à travers la vidéosurveillance. » Bon, voilà. Vous avez peut-être entendu à France Inter, il y a 2 jours, au journal de 19h, il y a une petite commune, une fois de plus dont je ne donnerai ni le nom ni le maire, mais qui a pris un arrêté municipal pour interdire tous les rassemblements de plus de 2 citoyens après 18h. Vous savez pourquoi? Vous l'avez peut-être entendu à France Inter, non ça? Donc le maire a été interviewé par France Inter, ils ont interviewé quelques citoyens, et le maire il a donné une raison, bien entendu. Et vous savez quelle est cette raison, peut-être? Vous la devinez. Les jeunes. Il a dit, les jeunes, quand ils se réunissent après 18h le soir, d'abord ils devraient être chez eux, première chose. Peut-être qu'il a raison ou tort, j'en sais rien, c'est pas la question. Mais deuxièmement, il a dit, voilà, il y a des habitants qui se plaignent que les jeunes, ils parlent fort dans la rue après 18h, au moment où tout le monde aimerait être tranquille. Donc il a pris un arrêté municipal et il a dit, à partir de 18h, les rassemblements de plus de 2 personnes sont interdits dans la ville. Voilà, c'est simple et de bon goût, si je puis dire. Si je peux faire une plaisanterie. Bon, est-ce que j'ai encore... un autre élément, la liberté dans les pays qui se disent, enfin qui ont une constitution, qui ne se disent pas forcément démocratique, mais qui ont une constitution, un des éléments importants, c'est le droit de vote. Vous savez que le droit de vote, il y a des pays où il y a un droit de vote, je dirais, à peu près complètement libre. Il y a des pays où c'est un petit peu moins libre. Je m'aperçois que je parle plus fort. J'espère que ça va marcher. Et puis il y a des pays où le droit de vote, c'est une caricature. Quand un dictateur est élu par 99% de la population, on se doute qu'il y a un problème. Mais vous voyez bien aussi que lorsque l'abstention, même en France, quand vous avez 50 ou 60% d'abstention, parfois 70% d'abstention à une élection, que ce soit l'élection du président, que ce soit les députés, ou même que ce soit... Vous avez vu que cette année, même pour nos maires, on a un niveau d'abstention. Ce qui fait quand on a beaucoup d'abstention, vous mesurez qu'au niveau de la liberté démocratique et finalement de la représentativité nationale qui fait les lois, je ne vais évidemment pas vous faire un baratin là-dessus parce que vous voyez tous le truc, mais quand la représentation nationale n'est élue positivement, comme on dit en droit, que par 35% de la population, ça veut dire qu'il y a 65% de la population qui n'a pas donné son avis sur les gens qui vont voter les lois. Et une fois de plus, ça veut dire que vous laissez voter les lois par ceux qui se sentent le plus impliqués dans le système. Bon. Quand évidemment, je dis un mot du 49.3 en regardant l'aspect positif, c'est-à-dire que Bayrou, comme Le Cornu, avait décidé de dire on ne fera plus appel au 49.3. Bon, comme vous le savez, pour la loi de finances, etc., on a dû quand même passer avec le 49.3, mais quand on utilise le 49.3,
quelque part, c'est un déni de démocratie ou un déni de liberté, hein, puisqu'on dit, si vous n'êtes pas contre, de toute façon, ça passe. Et puis, encore un dernier exemple, que vous connaissez certainement bien, mais l'effectivité, et ça ramène à la question de la bureaucratie, dont je n'ai pas beaucoup parlé ici, parce que c'est compliqué, mais ça ramène à la question de la bureaucratie, de l'administration et de l'effectivité des lois. C'est-à-dire qu'une loi, on peut faire une loi en disant, ben voilà, on va instituer le revenu minimum d'activité pour tout le monde, pour tous les gens qui sont dans cette situation. Mais si la loi n'est pas effective, comme l'a rappelé Marx, je ne sais pas si je l'ai cité la citation de Marx, mais peu importe, on s'aperçoit qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 30% des gens qui bénéficient du RSA, qui pourraient bénéficier du RSA, et qui ne le demandent pas pour des raisons de complexité administrative, complexité bureaucratique, etc. Et c'est valable pour un certain nombre de droits sociaux. Et pour conclure, alors là je vais soumettre ça directement à votre pour lancer le débat. Ah oui, on va faire les post-it aussi, oui, t'as raison, j'étais en train de les oublier. Simplement pour lancer le débat, donc je reviens à cette histoire de recul de la liberté. Est-ce que la liberté recule ? Bon, vous voyez que c'est quelque chose de complexe. Il y a des endroits où on a l'impression que ça recule, il y a des endroits où la liberté effective, peut-être qu'elle n'est pas en recul, que les gens considèrent même que ça s'améliore. Mais qu'est-ce qui pourrait nous faire penser, ou quelles pourraient être les causes de ce recul des libertés ? Bon, il y en a une première qu'on a vue assez longuement, y compris en France, c'est la question de la protection et de la sécurité. Hein, voilà, on cherche plus de protection, plus de sécurité, et donc on est prêt à accepter un recul d'un certain nombre de choses pour obtenir cette protection. Je vais vous faire un petit saut périlleux arrière, si je puis dire. Alors que la question de la sécurité n'a cessé d'augmenter depuis, je dirais, 20 ou 30 ans, hein, vous suivez l'actualité, le nombre d'homicides dans la même période a diminué, a été divisé par 2. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'une part la statistique, mais c'est également la responsable de la police nationale, au niveau national, à Paris. Elle dit, en même temps qu'on a le sentiment que l'insécurité a augmenté, alors la petite délinquance a augmenté très clairement, et notamment, je dirais, toutes les questions du trafic de drogue, etc. Mais le nombre d'homicides, quand il y a un homicide en France, on en parle sur toutes les télés pendant 2 jours, le nombre d'homicides a été divisé par 2. Donc première question, la sécurité. La deuxième question, et ce n'est pas forcément valable en France, parce que dans le monde globalement, la liberté de culte n'évolue pas défavorablement. Il y a des endroits où elle évolue très défavorablement, du moins non pas la liberté de culte elle-même, mais ce qu'il y a à l'intérieur du culte. Mais la liberté de culte n'évolue pas forcément défavorablement. Mais par contre, vous voyez bien, sur les questions d'homosexualité, sur les questions d'avortement, sur les questions de procréation assistée, sur les questions, bien entendu, de droits des femmes, etc., vous voyez qu'il y a une espèce de renouveau d'un ordre moral qu'on avait abandonné dans les années 70. Je dirais que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, hein, avec le mouvement des fleurs, etc., ou en France. Donc, deuxième élément. Troisième élément que j'ai essayé que je mets à votre sagacité, c'est plus généralement, est-ce que la montée de l'individualisme et de l'économique, qui sont très liés, est un frein ou n'entraîne pas un recul de liberté, c'est-à-dire qu'on se désintéresse en devenant plus individualiste. Parce qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, parce que ça m'aurait pris du temps, c'est la notion de liberté individuelle et de liberté collective. Liberté individuelle, vous voyez de quoi j'ai parlé, ça a été tout l'objet de l'exposé, si je puis dire. La liberté collective, qui pose quand même des questions. D'ailleurs, on voit bien que la constitution chinoise, elle
Elle avait pensé aux libertés collectives. La liberté collective, c'est la liberté d'association, la liberté syndicale, la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer en public, etc. Donc, la montée de l'individualisme, on constate un affaiblissement non pas des libertés collectives, mais un affaiblissement du fait collectif. Et finalement, quand on demande aux gens, est-ce qu'individuellement, vous considérez que votre liberté diminue ? Eh bien, si j'ai la liberté de consommer, si j'ai la liberté de me déplacer dans ce monde libéral ou ce monde capitaliste, comme vous voulez, les libertés d'expression, etc., sont moins importantes, du moment que je dispose. Et finalement, c'est un peu la question des Chinois. Hein. La question des Chinois, ils disent, quand même, tout ça, ça s'est bien amélioré. Je dis, une fois de plus, je répète, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut entendre. Hein. Je vous livre ça à votre réflexion. Encore un quatrième point, c'est y aurait-il un excès de la liberté d'expression qui ferait qu'aujourd'hui, on veut revenir sur, par exemple, une partie des réseaux sociaux, sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire et pas dire. Bon, la loi Yadan, c'est un exemple, mais on en trouverait plein d'autres. Est-ce que c'est normal que des industriels détiennent 50% du paysage audiovisuel français ? Voilà, donc c'est une question qui se pose. Et aujourd'hui, vous voyez que la partie liberté d'expression au sens des journaux, des télévisions, des radios, elle est détenue de plus en plus majoritairement par un pouvoir privé et de plus en plus restreint. Et le dernier point, et j'arrête, finalement, vous avez certainement entendu cette réflexion déjà au cours des dernières années. Est-ce que la compétition géopolitique internationale ne vient pas perturber cette notion qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale de on va vers la liberté, on va vers la démocratie, qui était une notion majoritairement occidentale. On est d'accord que qui c'est qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale c'est pas les Allemands, hein. Enfin, c'est pas ni les Russes, les Allemands c'est un mauvais exemple, mais c'est ni les Russes ni les Chinois. C'est l'Occident dans son ensemble, même si les Russes l'ont emporté. Mais finalement, cette notion d'universalisme des libertés, est-ce qu'aujourd'hui, et vous avez entendu cette remarque, finalement, les régimes semi-démocratiques ou légèrement autoritaires seraient plus efficaces que les régimes démocratiques ? Vous avez souvent, ces derniers temps, vous avez dû entendre cette remarque. Oui, finalement, on voit bien que les Chinois, pourquoi ils avancent vite ? Ils avancent vite parce qu'il y a un type qui dirige et moyennant une liberté générale de consommation, une liberté matérielle, etc., du moment que vous ne critiquez pas le régime, pour qui d'ailleurs vous ne votez pas, hein, puisque vous ne votez pas pour le président de la Chine, c'est une assemblée qui comporte 2 ou 3 000 membres qui votent pour leur président. Mais vous voyez, dans cette compétition géopolitique internationale, une espèce de petite musique qui aurait tendance à dire dans les régimes autocratiques, finalement, c'est plus efficace. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. Alors, les post-it. Est-ce qu'il y a d'autres post-it à installer ? Non, c'est bon ? Alors, on va lire ce que... Alors, le premier. Le vivre ensemble oblige à des règles de plus en plus strictes. Vous voyez, c'est intéressant. Je vais le mettre là pour l'instant. Je vais voir s'il y en a qui se... Covid, interdiction de circuler. Vous avez ici au moins 2 personnes qui ont eu un PV pour avoir circulé pendant le Covid. Même chose, Covid, point d'interrogation. Ah oui, ça c'est un truc que j'avais mis dans mon exposé que j'ai enlevé parce que je ne voulais pas vous assommer. Autorisation préalable à toute manifestation. D'ailleurs, j'ai été voir le texte, vous avez peut-être regardé, non ? J'ai été voir le texte sur Internet, le texte de la loi sur les autorisations de manifester, qui d'ailleurs paraît, j'allais dire, presque de bon sens. Vous voulez manifester, dites-nous d'où vous partez, dites-nous où vous arrivez, dites-nous quel est le thème de la manifestation,
dites-nous comment c'est encadré, etc., etc. Vraiment un texte, vous le lisez comme ça, vous vous dites, bah oui, c'est quand même du bon sens de savoir d'où part la manifestation, où elle va, quel est le thème, est-ce qu'il y a un service de sécurité efficace, est-ce que la préfecture a été prévenue, etc., etc., etc. Bah, vous voyez aussi, pour les plus âgés d'entre nous, qui avons fait 68, en tout cas pour moi, vous voyez qu'en 68, on se posait moins de questions sur la liberté de manifester. Il n'y a pas eu beaucoup plus de morts qu'aujourd'hui, hein, mais aujourd'hui, vous manifestez pour une bassine, vous connaissez l'histoire, et en 68, pourtant, voilà. Bon. Les libertés quotidiennes se réduisent soit par la loi, soit par des influences. Les influences, voilà, bon. Vous savez, quand je parle de morale, de culture, d'évolution, de régression de la morale, enfin régression ou pas régression, j'en sais rien. Je ne porte pas de jugement. Mais en tout cas, d'évolution de la morale, voilà, ça finit par nous influencer. On finit... Alors il y a un grand thème qui est évoqué, qui est trop long ici, qui est le thème de l'autocensure. C'est-à-dire, dans une société aujourd'hui, dans un groupe, ici par exemple, peut-être que j'ai envie de dire quelque chose, peut-être que j'ai envie de dire que ma femme m'emmerde vraiment et qu'elle me prive de ma liberté aujourd'hui, tous les jours. Je ne suis pas marié. Mais je ne vais pas le dire parce que ça serait vraiment mal vu. Vous diriez, mais l'intervenant, non seulement il est anti-féministe, mais en plus, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je serai influencé par le mouvement général de la société. Sentiment de recul, oui. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit, bah oui, il y a un sentiment de recul. Exemple, la hausse permanente et croissante des interdits de la vie quotidienne, lois, routes, normes, réglementations, famille, entreprise. Moi, je vous donne mon sentiment personnel. J'ai regardé un sujet qui m'intéressait il y a quelques années, qui était la bureaucratie. Et il y a un historien qui disait, du temps de Louis XIV, alors je ne me souviens plus du chiffre, qui disait, du temps du pouvoir absolu de Louis XIV, il y avait 50 textes. Et il dit, et maintenant, du temps de la démocratie d'Emmanuel Macron, il y a tellement de textes qu'on ne peut plus les compter. Hein. On ne peut plus les compter tellement il y a d'interdits, de règlements, de décrets, etc., qui fait que notre liberté... D'ailleurs, si vous voulez construire un cabanon dans votre jardin, il vous faut une déclaration préalable. Au-dessus de 20 mètres carrés chez moi, je vais faire un cabanon de 20 mètres carrés dans le jardin, il vous faut une déclaration préalable en 5 exemplaires, dématérialisés, avec des photos mesurant l'impact sur le paysage. Je dirais... Non, mais vous voyez que ça pose la question de ce que disait Jean-Luc au tout début. Sous Néandertal, vous pouviez faire une cabane avec des bambous, ça dérangeait personne. Donc je ne tranche pas, je dis simplement que la vie en communauté, voilà, c'est comme ça. Bon, je vous fais grâce du débat sur les 80 et les 90 km/h, sur les 110 et les 130 sur l'autoroute, etc., etc., etc. Bon, on pourra en parler pendant des heures. Je sens une restriction de liberté pas de contrainte, par les contraintes du monde numérique. Alors là, ça c'est pareil, on pourra en parler pendant des heures. Et vous savez je disais tout à l'heure l'exemple du RSA, là, mais il y a une enquête beaucoup plus approfondie qui montre que le monde numérique fait échapper beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui échappent aux droits auxquels ils ont droit à cause de la difficulté du monde numérique. Je vais vous donner un petit exemple très concret. Mon téléphone, c'est un iPhone 7. Eh bien, je ne peux plus accéder au site des impôts parce qu'il faut avoir le niveau 12. Donc la réponse des impôts à ma remarque que je leur ai fait en disant c'est quand même pas normal, ils ont dit non, il faut avoir au moins le niveau 12. Donc il faut racheter un iPhone 12. Bon. Mais c'est une... d'aller voir là où on veut sans avoir la crainte de mauvaises rencontres. Ah oui, voilà, ça, c'est bien sûr. Hein. La liberté, elle est contrainte également. Vous savez qu'à Grenoble, depuis le 1er janvier, il y a eu 5 morts sur les points de deal, dont au moins par balle perdue.
Pardon. Et enfin, la liberté, est-ce que son contraire, c'est le ou les contraintes ? Je ne sais pas, à vous d'en discuter. Merci beaucoup. Et je vous laisse débattre du sujet. Merci. Merci Jean-Bernard.